pour le groupe La République En Marche et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le Secrétaire d'État, mes chers collègues. Avant d'entreprendre ce discours, je voudrais saluer le cadre dans lequel il s'inscrit. Celui-ci a été rappelé par Monsieur le Premier ministre. Dans sa lettre adressée au Président du Sénat il y a 6 jours, il déclarait au sujet de l'application que la réponse à l'épidémie ne saurait menacer les principes essentiels, affaiblir notre démocratie, ni porter atteinte aux libertés. En ce sens, cette déclaration est conforme à l'esprit de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle prévoyait à son article 1er, l'informatique doit être au service de chaque citoyen. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Le débat qui nous occupe concerne directement l'usage d'un outil numérique au profit de l'ordre public sous son volet sanitaire. Il affecte directement les libertés publiques, la protection de la vie privée, les données personnelles ou le secret médical. En cela, il interroge chacun d'entre nous en notre qualité de parlementaire, protecteur des libertés fondamentales, contrôleur du gouvernement, évaluateur des politiques publiques. Que sommes-nous en mesure d'accepter? Ce débat est donc avant tout un débat d'éthique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me tiens devant vous, démontrant qu'au sein du groupe majoritaire, nous avons notre totale liberté de conscience et avec elle, notre totale liberté de vote. Nos craintes sont assises sur plusieurs arguments. L'enseignement des expériences des autres pays qui y ont eu recours, l'inefficacité du recours à cette technologie, les convictions profondes de plusieurs d'entre nous quant à la dangerosité de l'outil et à l'irréversibilité de son usage. La France aborde le débat du contact tracing par application numérique à rebours de son développement dans le monde. Il est donc important pour notre pays de prendre en compte les retours d'expérience. Dans aucun des pays dans lesquels elles ont été déployées, ces applications n'ont produit d'effet utile par rapport au but poursuivi, la recherche de cas contacts. Et toutes sont restées en dessous du seuil nécessaire de téléchargement utile, qui est de 60%, mais, vous avez dit, est discutable. Prenons d'abord le cas de la République tchèque, le pionnier européen, 1% de téléchargement. En Autriche, 6% des 8,8 millions d'habitants ont téléchargé l'application et les médecins estiment d'une façon définitive, et je les cite, qu'elle ne sert à rien. En Islande, où les pouvoirs publics sont parvenus à faire télécharger l'application par 40% des 370 000 insulaires, l'inefficience du dispositif a été admise. Et jusqu'aux plus convaincus, comme M. Jason Bay, chef du produit de l'application Trace Together à Singapour, application téléchargée par 20% dans une société technophile, ce même Jason Bay est contraint d'admettre. Si vous me demandez si un système de contact Bluetooth déployé ou en cours de développement partout dans le monde est prêt à remplacer le suivi manuel des contacts, je répondrai sans réserve que la réponse est non. D'ailleurs, Singapour n'a-t-elle pas été contrainte de procéder au déconfinement après avoir utilisé la solution de contact tracing jugée comme miraculeuse? Et il y a quelques jours, alors que 6 millions d'Australiens avaient téléchargé l'application, les pouvoirs publics ont eux-mêmes admis qu'elle n'avait permis d'identifier qu'un seul cas contact. Ainsi, l'examen même rapide des expériences étrangères laisse perplexe. Pourquoi ces applications sont-elles inefficaces? D'abord parce que leur inefficacité repose sur un usage tellement massif qu'il est inatteignable par le volontariat. Sur cette question, jusque dans les rangs de la majorité, des collègues doutent de l'efficacité de l'application et auraient souhaité qu'elle soit obligatoire. Je ne partage pas leur opinion personnelle, mais je respecte ce qu'ils expriment. L'utilisation de l'application est encore plus hasardeuse chez les personnes âgées, principales victimes du virus et sous-équipées en smartphone ou en objets connectés. Et l'activation de la technologie Bluetooth est une procédure supplémentaire comme un barrage à son usage, même si le panel d'utilisateurs était suffisamment large. Ce qui n'a jamais été le cas. L'utilisation du Bluetooth est trop imprécise. Là encore, ce sont des chercheurs qui le disent. Aucune des sources de données de localisation, GPS, Bluetooth, QR code, n'est suffisamment précise pour identifier un contact avec une fiabilité suffisante. Au surplus, l'application crée un faux sentiment de sécurité sanitaire. Seuls les gestes barrières, seul le port du masque, seuls les tests sont véritablement utiles. Or, ce sont ces gestes qui pourraient apparaître superflus à ceux qui viendraient à télécharger l'application. Enfin, cette application est rendue obsolète par les dispositions de la loi prorogeant l'état d'urgence que nous avons votée.
Elles permettent le suivi par des hommes et des femmes des chaînes de contamination. Ces personnes assurent efficacement le traçage. Je ne souhaite pas m'attarder plus sur l'aspect opérationnel, mais je vous demande, monsieur le secrétaire d'État, de revenir, si l'application venait à être adoptée, devant le Parlement au mois de juillet pour présenter les résultats de l'application et de son implémentation. Dans cette crise, devant ce fléau épidémique, nous devons nous appuyer sur la science. Mais nous ne pouvons pas nous démettre de nos responsabilités politiques. Si elles sont éclairées par des scientifiques, nous prenons des décisions politiques au nom du peuple que nous représentons. Nous parlons ici de principes, de valeurs et de libertés fondamentales. Admettons que le principe du volontariat est ici relatif. L'État ne rend pas l'application obligatoire. Mais quid d'une entreprise dans son règlement intérieur? Pour ses salariés comme pour ses clients? Qu'en sera-t-il aussi pour une association lors de la reprise du sport ou des activités culturelles? La responsabilité qui pèse sur les chefs d'entreprise, comme sur les dirigeants associatifs, pourra-t-elle les conduire à exiger dans des écrits ou par la contrainte sociale l'usage de cette application? À ce premier titre, j'estime que le consentement libre ne peut pas être garanti. Au-delà du consentement, le traçage numérique pose la question des discriminations. L'employeur qui procède à un recrutement, le propriétaire suspicieux de son voisin, de son locataire, qu'il soit un personnel soignant, qu'il soit une personne à risque, peut installer l'application. Il peut l'utiliser aux seules fins de connaître la sérologie d'une unique personne. Comment? C'est simple. Il lui suffit d'utiliser l'application uniquement lorsqu'il a la certitude d'être à proximité de cette personne, dans le hall de l'immeuble lorsqu'il le croise, devant la porte de son appartement ou lors de l'entretien d'embauche. Comment croire que ça n'arrivera pas? Et pendant le confinement, des voisins ont demandé à des soignants de quitter leur domicile. À Buxerolles, dans la Vienne, Kylian, jeune bénévole de la Croix-Rouge, a reçu une lettre d'injure chez lui par des malveillants qui savaient qu'il intervenait au contact de populations à risque. Comment ne pas avoir en tête la résurgence de l'homophobie en Corée du Sud après qu'un cluster ait été identifié dans une boîte de nuit homosexuelle de Séoul? Comment ne pas imaginer que l'on ne demandera pas à tous d'installer de gré ou de force l'application? Le stigmate social existe et il est terrible. Voilà pourquoi, avec certains d'entre nous, je ne suis pas rassuré quant au caractère libre du consentement. Où est le consentement libre et éclairé quand on a peur de mourir? Et quand l'État nous dit à juste titre que nous avons raison d'avoir peur. Venons-en maintenant à l'anonymat. Certes, vous avez travaillé à ce que l'application émette des pseudonymes qui évoluent tous les quarts d'heure, mais cette notion, qui relève du cryptage, est piratable, comme le sont toutes les solutions technologiques. Or, quelle société qui embauche? Quel bailleur qui héberge? Quelle banque ou assurance qui prête ou couvre n'a jamais souhaité connaître la situation de son co-contractant? C'est ici la différence fondamentale entre le tracing humain et le tracing numérique. Dans les brigades d'anges gardiens, que sont les médecins, les salariés de l'assurance maladie, les bénévoles auprès des préfectures, c'est le service public de la santé qui fait la démarche de recensement des cas après un entretien médical. Avec l'application, c'est l'individu lui-même que l'on laisse face à sa conscience et son choix de renoncer à l'un des droits les plus forts, le secret médical. C'est prendre le risque que nos propres données de santé, qui valent si cher, puissent se retourner contre nous. Et si cela peut paraître à court terme comme une protection, c'est à échéance plus longue une entrave trop grave à notre droit au secret. J'achève sur la réversibilité que vous nous avez promise. Je sais que vous êtes de bonne volonté, mais je sais aussi que les bonnes volontés au service de mauvais outils ne survivent jamais à leur hauteur. Je sais pour l'avoir vu ce qu'il advient des mesures de police administrative temporaire. Je sais que les prérogatives exorbitantes prises par l'administration en temps de crise ne sont jamais complètement rendues. Si nous prenons le chemin de l'application numérique d'État en matière de données de santé, nous la dupliquerons après l'état d'urgence et pour d'autres maladies que le Covid-19. J'ai confiance dans ce gouvernement pour apporter des garanties, mais je n'ai pas de confiance aveugle dans l'avenir et dans ceux qui vous succéderont et qui nous succéderont. Je ne veux pas être de ceux qui ont considéré que le traçage numérique était utile, car je connais l'usage qui en est fait en Chine avec un mécanisme de crédit social. Ce système revient à noter les bons et les mauvais citoyens et permet, via des applications, de leur octroyer des droits sous conditions. Encore une fois, il s'agit d'un débat d'éthique. Par ce vote, vous direz votre conviction profonde, et si vous estimez que les atténuations des libertés publiques sont justifiées par l'objectif de sécurité sanitaire poursuivi. De mon point de vue personnel,
Le bilan est défavorable. Je crois à une société de la vigilance, celle de la précaution, celle où chacun veille les uns sur les autres. Mais je redoute la société de la surveillance, celle de la délation. La peur ne doit pas nous faire passer des étapes qui, aussi insignifiantes paraissent-elles prises isolément, nous font franchir des lignes sur lesquelles on ne revient pas. La vigilance est avant tout la protection et la période nous a montré que la meilleure des protections, c'est l'attention humaine. C'est pour cela que nous menons le Ségur de la santé. Cette attention, nous ne l'aurons jamais pareillement par nos appareils numériques. Et dans ces circonstances, avec beaucoup de responsabilités, sans défiance, j'appelle ceux qui auraient des doutes à les manifester lors de ce vote, comme je le ferai moi-même, en rejetant le déploiement de cette application. Merci, monsieur.